Ça a commencé il y a une quarantaine d'années avec des spécialistes qui se promenaient dans la plaine. Et puis ils ont commencé à découvrir toute une série d'objets intéressants sur ce site, en surface, dans la surface du travail. Et puis de fil en aiguille, et puis de bouche à oreille, ça a fini par arriver dans des lieux où il y avait vraiment des professionnels qui sont venus commencer ces fouilles dès l'automne 2009. Et depuis on en est donc à la 4e année de fouilles, où ils trouvent de plus en plus de choses en s'enfonçant de plus en plus profondément dans le sol. C'est un peu le site entre guillemets idéal. On n'attendait pas ça quand on est arrivé sur le site. À l'intérieur de ces lœss et des sables qui constituent le socle sédimentaire du gisement, il y a plusieurs occupations préhistoriques. La plus ancienne d'entre elles, datée pour l'instant, étant datée d'environ 47 000. La plus récente, pour l'instant, étant datée de 19 000. Là, on peut se permettre de faire une précision assez importante. Alors ça, c'est le matériel. Bah écoute Marie, je vais en profiter pour te montrer l'ensemble du gisement et t'expliquer en fait ce qu'on peut faire pour l'illustration que tu vas réaliser. En fait, on va rester là 5 secondes simplement pour que je te dise que dans ce sondage-là et le suivant qui se trouve là-bas, en fait on est sur une barrière de grès. L'environnement géologique général, tout dans la forêt là, tout autour, sont des grès stampiens, effondrement de la plaque stampienne, blocs de grès qui ont déboulé dans la pente, complètement érodés. On les voit dans la forêt actuellement, mais ici on ne les voit pas dans la parcelle cultivée, évidemment. Les blocs de grès, là, ils se trouvent sous plusieurs mètres de limon, de l'os. Le l'os, donc je précise que c'est un sédiment qui est emporté par les vents en période froide, particulièrement froide, notamment celle du Paléolithique supérieur, et qui sont drossés vers des zones de relief, comme ça peut l'être ici. La chance de ce site ici, c'est que le l'os a été conservé, alors que dans d'autres endroits, il a été totalement lessivé. Donc, une fois que tu as compris qu'au nord du site, il y a une barrière rocheuse complète, en fait, qui a délimité l'occupation des préhistoriques, ces préhistoriques, en fait, on sait maintenant qu'ils sont venus à 5 reprises. Donc, on était venu initialement pour le Gravétien, qu'on va aller voir, sous la structure. On sait qu'il y a du Paléolithique moyen depuis 2-3 ans, et maintenant, on va s'attaquer à 3 autres niveaux paléolithiques. Un niveau paléolithique moyen plus ancien, et puis 2 autres niveaux qui restent encore à documenter. Donc tu vas me suivre, on va aller voir le niveau gravétien pour lequel on est venu ici. Donc sous la serre, on est en train de fouiller à l'heure actuelle. Tu as le niveau gravétien, celui qui est daté de 26 000 ans. Actuellement, on est en cours de démontage d'une partie du matériel archéologique. C'est-à-dire qu'on enlève les objets après les avoir dessinés, photographiés, pour ensuite pouvoir faire le traitement post-fouille, lavage, marquage et compagnie. Donc ce niveau gravétien, il se comporte sous forme d'une vaste lentille de petits blocs de grès ou de calcaire, sur lequel les gens se sont installés à peu près aux environs de 26 000 ans. C'est une organisation autour d'un foyer. Et tout autour de ce foyer, tu as toutes les activités, que ce soit la taille du silex, le travail des carcasses, rapporter de la chasse, qui ne s'est pas déroulé ici, qui s'est probablement déroulé plus en bas dans la vallée. Le Gravétien, c'est une des périodes du Paléolithique supérieur. C'est normalement considéré comme la 3e ou la seconde, selon qu'on met le châtel péronnien dans le Paléolithique supérieur. Une période comprise entre 29 000 et 22 000, 21 000 avant le présent.
qui correspondent à une évolution des populations de chasseurs-cueilleurs. Et c'est probablement l'une des périodes du Paléolithique supérieur la plus répandue en Europe centrale. À l'occasion de la vérification de la profondeur des loess, dans lequel est contenu le niveau gravétien, on est tombé sur un second niveau d'occupation, plus ancien, celui du Paléolithique moyen, daté de 47 000 ans. Au-dessus de ce niveau du Paléolithique moyen, on a découvert cette année un autre niveau d'occupation qui pourrait être daté des environs de 30 000, 34 000. On n'a pas assez d'indices pour l'instant pour savoir de quoi il s'agit, mais ça pourrait être soit la toute fin du Paléolithique moyen, soit le tout début du Paléolithique supérieur. Il y a un autre niveau qui a été découvert cette année, qui est plus récent que tout ça, qui correspond à du solutréen. On ne s'attendait pas du tout dans cette partie du gisement à trouver ce niveau-là. La partie est du gisement, donc des deux sondages qu'on trouve plus au nord, en passant par la serre jusque sous nos pieds, il existe une espèce de gros talweg, donc un processus de troncature des niveaux archéologiques, sauf celui-ci qui finalement a eu un gros coup de chance, c'est-à-dire que le talweg s'est arrêté en épaisseur juste au-dessus d'un niveau d'occupation qui correspond à du solutréen. On le sait parce que dans cette partie du sondage, donc tu vois là où se trouvent les éclats de plus petite taille, on a retrouvé 4 ébauches de feuilles de laurier. Donc on sait que dès qu'on trouve des feuilles de laurier, on est dans une période comprise entre 20 000 et 19 000 avant le présent à peu près. C'est du solutréen moyen. Le solutréen moyen, on le connaît uniquement sous forme d'un site dans le bassin parisien, à 40 km vers le nord, d'ici, du côté des Tempes. Donc l'intérêt de ce niveau-là, c'est d'une part qu'il est bien fossilisé dans les loess, et que si les loess sont carbonatés, comme pour le gravétien, on peut y trouver de la faune, de l'os, et de faire des datations avec. Donc là, on a fait un tour complet de l'environnement géologique, de l'environnement archéologique du gisement. Donc ces indications-là devraient te permettre de poursuivre les dessins que tu fais, et également de compléter l'approche qu'on avait jusqu'à présent, qui concernait 2 niveaux d'occupation et qui maintenant en concerneront 4 et probablement 5. J'ai décidé de me mettre du point de vue du chasseur, donc en mettant en haut de la butte, pour essayer de voir ce qu'il pouvait voir lorsqu'il avait établi son campement. Et puis donc du coup on voit vraiment bien la vallée, et puis j'imagine qu'à la place de la route qu'il y a au fond de vallée, il devait y avoir un ruisseau, là où le troupeau pouvait paître. Les paysages ont énormément évolué depuis des temps immémoriaux, depuis des dizaines de milliers d'années. C'est tout à fait le cas à Ormesson. On ne le voit pas à l'heure actuelle, mais il y avait probablement une rivière, il y avait très vraisemblablement une rivière en fond de vallée. C'est la ligne d'arbres qu'on peut voir en contrebas de nous, entre les deux champs. La végétation actuelle n'était pas là, et dans la plupart des cas, il s'agit de steppes rases en fait. Cet encorbellement du site, en fait, il participe aussi à une possibilité de mieux observer les alentours. On monte aisément sur les blocs de grès, on peut dominer le paysage, on peut regarder les troupeaux qui arrivent éventuellement. C'est quasiment un passage obligé pour les gibiers. C'est ce que racontent les chasseurs à l'heure actuelle, même s'il ne faut pas faire d'éthologie trop rapide. Vu l'importance de la découverte, je me suis appuyé sur des collègues qui travaillaient déjà avec moi sur le site Magdalene-Pinzon. Et par la suite, des étudiants se sont agrégés à cette équipe de base. Et à l'heure actuelle, on compte environ une douzaine de collègues, spécialistes, chercheurs au CNRS, doctorants, post-doctorants, associés à ce travail, dans la mesure où il y a un potentiel archéologique phénoménal qui ne peut être exploité que par une grosse équipe.
On est en train de mettre dans ces sondages des clous qui correspondent au croisement de ces lignes. Ce sont des points en coordonnées métriques fixes, pour que d'une année sur l'autre, l'année prochaine, quand il va refouiller, il puisse recaler les plans de ces fouilles exactement dans la même position que celle des fouilles de cette année. Alors cette coupe est intéressante parce qu'elle nous permet de savoir un peu comment les couches de terrain se sont déposées sur le site d'Ormesson et notamment sur quel substrat géologique nous nous trouvons. Alors ici, je vais vous montrer, vous avez un sable très blanc ici. Alors ce sable, c'est ce qu'on appelle le sable de Fontainebleau, c'est un sable géologique qui date du Tertiaire, c'est un sable qui s'est déposé dans une mer il y a environ 30 millions d'années. Et donc, c'est en quelque sorte le substrat géologique du site préhistorique. Les sédiments nous permettent d'essayer d'imaginer les évolutions. Donc, quand on a des alluvions, ça nous montre qu'il y avait une rivière. Quand on a plutôt des dépôts éoliens, ça nous montre qu'il faisait sec et qu'il y avait très froid. Donc ce sont les LEUS, et bien sûr, après, nous allons pouvoir faire des études complémentaires par rapport à ça. Ah non, non, pouf. Donc là, nous procédons à une suite de prélèvements sédimentaires, une suite appelée colonne continue. Donc c'est à raison d'un prélèvement tous les 5 cm d'épaisseur, pour ensuite les analyser en laboratoire. Ces analyses nous permettront de savoir la quantité, enfin le pourcentage des 3 fractions principales qui sont les argiles, les limons et les sables. Ça va permettre de voir au sein d'une même période glaciaire s'il y a eu des variations très courtes. Et après, vont être faits les prélèvements malacologiques de manière complémentaire. En quoi consiste la malacologie? C'est l'étude des mollusques. En l'occurrence ici, c'est les mollusques terrestres qui sont contenus donc dans les LEUS. Et les LEUS donc, qui sont typiques des environnements glaciaires. Alors ça c'est une espèce, à l'œil comme ça c'est Troculus hispidus, qui est une espèce de milieu plutôt humide. Elle se développe elle est plutôt ubiquiste, mais elle aime pas trop les milieux secs, donc c'est plutôt un témoin d'une végétation un peu plus développée. Allez, on y va alors. Sur le seau. Il est bien chargé celui-là, tiens. Fais attention. Si j'arrive à rien renverser. Ok. Voilà. Quand on est un responsable d'opération, on a beaucoup de choses sur le dos en fait. On est avant tout des managers, même si j'aime pas le terme, c'est-à-dire qu'il faut impérativement organiser tout pour que tout le monde s'y retrouve, pour que les fouilles soient menées très correctement, et qu'à terme, tous les documents m'arrivent pour que je puisse les exploiter ensuite. Pour ça, ça nécessite de former impeccablement son équipe, de la suivre, d'être là à 100% sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je suis absent, ou alors c'est une erreur. Il y a aussi la nécessité de faire la même chose qu'eux.
Il est hors de question de laisser faire le sale boulot aux fouilleurs et puis de soi de prendre son petit carnet et de noter ce qui se passe la journée. Il faut avoir confiance dans celui qui donne les consignes le matin, c'est comme ça qu'on fait, on va comme ça jusqu'au soir et ensuite on renouvelle. Donc c'est un beau boulot, hein. C'est un beau boulot. Pierre m'a sollicité alors à double titre, à la fois parce qu'on a un niveau d'occupation gravétien, qui est une des périodes sur lesquelles je travaille, et deuxièmement parce que nous avions espoir de trouver de l'industrie en matière osseuse, donc des outils, voire des armes de chasse en matière osseuse. On a retrouvé pas mal de restes de faune, c'est-à-dire des déchets de cuisine, tout simplement, qui se rapportent principalement à une espèce qui est le bison. Et on a aussi un certain nombre d'outils en silex qui montrent qu'il y a eu fabrication d'armes de chasse pour chasser ces bisons, mais aussi fabrication d'outils un peu particuliers qu'on appelle des burins. Mais pour le moment, c'est la grande inconnue. À quoi ont servi ces burins? Il y a une analyse tracéologique qui va être entamée cette année par une étudiante, Priska, qui, on l'espère, nous permettra mieux de comprendre ce qui s'est passé en fait durant cette occupation gravétienne sur le site. L'approche technologique qui a été menée a permis d'isoler deux ensembles de burins, des burins fins, des burins plus épais. Les burins fins, ce qu'on appelle le chanfrein, c'est le pan qui va permettre éventuellement de racler les matières osseuses. Juste au-dessus, nous avons le biseau qui va permettre éventuellement de pratiquer un rainurage longitudinal sur des os longs ou de graver. Nous avons aussi des burins épais. Ne s'agirait-il pas plutôt de nucléus à lamelles, possible support de microgravettes? Des nucléus, ce sont des noyaux de silex abandonnés après exploitation. Les microgravettes, ce sont des armatures qui étaient emmanchées sur le fût d'une pointe de saguet. Armé de quelques lances, un petit groupe d'humains peut rapidement rabattre un troupeau d'animaux et puis cerner les espèces, les animaux les plus faibles ou les plus fragiles, voire s'attaquer à un gros mâle dominant si véritablement ils en avaient les moyens. À l'heure actuelle, on ne sait pas quel type d'animal a été chassé dans la harde de bison. Est-ce que ce sont les femelles? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les gros mâles dominants? On le saura par la suite avec les travaux de Jessica Lacarrière. Les os d'animaux, donc principalement du bison. On a aussi découvert dès les premiers ramassages du cheval. Et ces dernières années, on a aussi trouvé quelques restes de rennes. Donc ça fait 3 espèces. Et pour une région où on connaît très mal la faune du Paléolithique supérieur, c'est vraiment très intéressant et puis c'est exceptionnel, quoi. Quasiment toutes les parties sont représentées. Donc il y a les os longs, les phalanges, et puis surtout il y a les côtes et les vertèbres. Et ça, c'est une partie du squelette qui se conserve très mal en général. Justement, sur un site de plein air où les os sont souvent victimes d'altérations assez fortes, c'est vraiment surprenant de voir autant de matériel, de parties du squelette axial qui est très fragile, puisque c'est des parties des os où il y a beaucoup de spongieux et où les os se cassent, les côtes ça se casse en beaucoup de morceaux. Et là, on peut voir sur le site qu'il y a des gros tronçons de côtes. Ça témoigne d'un site qui est bien conservé, où il y a une bonne partie de la carcasse qui a été ramenée. Alors, est-ce qu'elle a été ramenée ou est-ce que les animaux ont été abattus sur place? C'est la grande question de ce site.
Pour le moment, sur le niveau gravétien, donc on a ce qui semble être un foyer ici, donc de forme ovalaire, qui est délimité dans sa partie est par un gros bloc. On y trouve des eaux brûlées, des silex qui sont chauffés, de différents modules, parfois même des lamelles ou des outils. Donc là on voit bien le silex qui est dans les blancs roses, alors que sur le reste du niveau il a une couleur plutôt bleu-blanche. Les foyers polarisent, surtout dans ce qui concerne les foyers domestiques, un certain nombre d'activités liées directement ou indirectement à l'usage du feu. Ça peut être la cuisine, ça peut être le travail des cols et mastiques pour réaliser les emmanchements des armatures. On peut effectivement tailler du silex, faire de la parure, etc. L'année dernière, il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur cette zone. Donc ici, les charbons de bois sont quand même assez mal conservés. Tu peux voir, il ne reste vraiment pas grand-chose. Hein. Donc là, tu as un fragment qui fait 500 microns à peu près. Voilà, donc là, à cette échelle-là, on ne peut pas vraiment déterminer les espèces, hein, puisque la limite de détermination, c'est 2 mm, 1 mm pour certaines espèces. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on a tiré de ces quatre carrés qui ont été fouillés, quoi. Donc c'est en fait, ici, c'est mal conservé, probablement parce qu'on est très près du niveau du sol, et donc les lessivages successifs, enfin tu vois, depuis 20 000 ans, ont altéré les charbons qui étaient en place. Voilà. Donc ça, c'est un peu particulier sur les sites qui sont de surface comme ça. On a un peu du mal à prélever du matériel bien conservé. Tu fais forcément trouver la même chose et tu as moins de risque de planter. Là, c'est bon, ouais. Sur le niveau gravétien, on a la chance d'avoir découvert près d'une cinquantaine de coquillages fossiles qui sont utilisés comme éléments pour composer des pièces de parure. Donc ces pièces ont principalement été découvertes dans cette zone-là, qui se situe à l'est du foyer et qui constitue très probablement une aire de production d'éléments de parure. Donc ces coquillages se retrouvent localement dans le bassin parisien. Ce sont des coquillages qui ont vécu il y a plus de 50 millions d'années et les gravétiens sont allés s'approvisionner dans ces ressources pour composer des parures en coquillages. Donc voici plusieurs exemplaires qu'on a découverts ces 4 dernières années. Et pour les mieux conserver, on voit la présence d'une perforation dans laquelle le lien passait. Après, pour les types de parures que les gravétiens ont produits, on pense qu'ils pouvaient porter des colliers, mais également les coudre sur leurs vêtements. C'est ce qu'on essaye de faire, reconstituer les parures, de savoir où c'est qu'elles étaient positionnées, pour ensuite essayer de reconstituer les tenues vestimentaires de ces gravétiens. La mode gravétienne. Pour ce campement de chasseurs, il faut réellement tenir compte du relief parce que c'est vraiment ce qui a déterminé l'occupation de ce site. C'est vraiment ces chasseurs ont utilisé ce site à des fins stratégiques, c'est-à-dire que cette butte surplombait une vallée dans laquelle les troupeaux passaient. Et donc il faut pouvoir rendre ce relief. Et ce rendu n'est pas possible avec une photo, par exemple. La photo aplatit énormément le relief. Ce qui est difficile pour les représenter, c'est qu'on ne sait pas du tout à quoi ils ressemblaient. C'était des hommes, des Homo sapiens sapiens.
Mais il y a des détails qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne peut pas retrouver en tout cas sur un site comme celui-ci. Par exemple, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, comment étaient leurs vêtements. Il n'y a aucune conservation de la peau, donc ce sont des éléments qu'on ne connaît pas. Et la difficulté pour moi est de représenter dans un même dessin à la fois des éléments que l'on connaît, comme par exemple les gestes qu'on a pu retranscrire, et à la fois des éléments qu'on ne connaît pas du tout, comme par exemple tous ces éléments d'apparence. On serait resté sur le niveau gravétien, une trentaine de mètres carrés à fouiller. À la rigueur, on aurait pu dire, bon, c'est un projet relativement court, on part sur 4 ou 5 ans, et puis ensuite terminé, hein, on clôt le site et on va faire la publication. Mais dans la mesure où il y a les niveaux sous-jacents, notamment le paléolithique moyen, et que l'ensemble de ces niveaux sont exceptionnels par leur état de conservation, par leur étendue, ou tout simplement par leur absence au sein du bassin parisien, c'est un projet qui doit être obligatoirement ambitieux. Donc s'inscrire dans un cadre qui peut durer une dizaine, une vingtaine, je pense au moins une trentaine d'années. Nous nous trouvons ici sur un niveau d'occupation du paléolithique moyen, en marge d'une concentration plus importante qui a été repérée quelques mètres plus au nord. Donc on peut observer la présence de nombreux éclats de silex et également des blocs dits nucléus à partir desquels ont été détachés les éclats. Voici un de ces produits les plus caractéristiques, ce qu'on appelle une pointe pseudo-levallois, qui est un éclat court de forme globalement triangulaire et qui présente un dos opposé à la pointe, dos qui a certainement facilité le maniement de l'objet. À côté de ces éclats, on trouve les nucléus, les blocs à partir desquels ont été détachés les éclats. Le remontage des éclats sur les nucléus, on cherche à comprendre le nombre et l'orientation des enlèvements sur le bloc et on s'aide également de petites irrégularités qui existent dans la matière première. Là, c'est le cas puisqu'il y a une impureté dans la matière et on observe cette même impureté sur le bloc, ce qui nous a bien aidé pour pouvoir raccorder l'éclat sur son bloc d'origine. Les blocs qui sont taillés, quand ils sont abandonnés, présentent la forme d'un disque. Cette technique que l'on commence à connaître assez bien pour la fin du paléolithique moyen est caractérisée par la production d'éclats courts et tranchants qui ont vraisemblablement servi à la découpe du gibier. Ici, dans le niveau moustérien, on a trouvé de nombreux fragments d'hématite rouge, notamment, comme on peut en voir ici, associés aux autres vestiges. Et on trouve également de nombreux blocs facettés ou présentant des traces de raclage. Par exemple, sur cet objet rouge en hématite, on distingue encore actuellement des traces de raclage. La poudre a été extraite en raclant la surface de l'objet avec un outil en silex. Donc les hommes de Néandertal, ici, ont cherché à obtenir une poudre rouge d'une facture assez fine qui a été utilisée peut-être dans des activités pratiques pour préparer les peaux de bêtes, pour emmancher les outils ou alors pour se peindre le corps. Mais là, il y a encore beaucoup de travail à faire pour le certifier. Les pièces, en fait, quand elles arrivent ici, elles arrivent directement dans les mini-grippes, classées par pièces numérotées, différenciées suivant os, silex, brûlé, voilà. De toute façon, moi je les récupère comme ça à la fin. Le lendemain, je récupère aussi les feuilles d'inventaire qui ont été remplies sur le site
et je dois laver les pièces tout en vérifiant à chaque fois la correspondance. Donc voilà, on va dire que l'outil premier, ça va être la brosse à dents et une bassine d'eau. Donc voilà, donc on enlève les marques qui sont dessus. Donc pour le lavage, on lave uniquement le silex, les pierres, tout ce qui est évidemment os et brûlé ne passe pas à l'eau. La deuxième étape, ça va être d'écrire les coordonnées sur la pièce, donc le site, l'année, le secteur aussi, le niveau et surtout le numéro de la pièce. Donc après une couche de vernis, je les classe en fonction du niveau, donc en l'occurrence en remeçant en fonction aussi de la culture, donc gravétien, solutréen, paléolithique moyen, et aussi en fonction de la matière première. Donc vous avez par exemple, là on va prendre une boîte au hasard de silex. Dans un premier temps, tout est stocké ici, tout est rangé derrière au fur et à mesure. Et la dernière étape, ce sera de donner le matériel aux spécialistes pour étude. On s'aperçoit bien qu'avec l'urbanisation intense de nos campagnes, le développement des banlieues, ça n'est même plus enseigné à l'école, on a eu tendance à oublier ces racines-là anciennes. Ok, on parle souvent de gallo-romain, on va visiter quelques châteaux dans le coin, c'est parfait. Il y a aussi tout ce qui s'est passé en amont, et ce passage en amont, il est obligatoire pour la compréhension de notre évolution, notre propre évolution. Et il est essentiel de l'expliquer au public. Donc les sites bien préservés de préhistoire en Île-de-France ou en bassin parisien en général sont non seulement à fouiller scientifiquement, à exploiter scientifiquement, mais également à mettre en valeur pour que le public comprenne un peu ses racines, qu'ils soient d'ici à l'originaire ou pas. Et tout ça, c'est peu importe. Dès le départ, il faut installer des relations qui sont saines. Pour ce faire, le contact direct est obligatoire. Avec Didier Lebec, qui est le propriétaire de la parcelle, le premier contact n'a pas été difficile, il a été inexistant parce qu'en fait, c'était difficile de s'accrocher, de se voir. Voilà. Et à partir du moment où le contact a été passé, ça s'est fait tout seul. Je lui ai expliqué ce que je faisais, je lui ai expliqué aussi la méthode d'approche, et je lui ai expliqué aussi qu'il n'était pas question de retourner tous en champ. Et de son côté, j'ai entendu un accord rapide et surtout une grande ouverture. J'ai vu une grande ouverture. Je le répète d'autant plus que ce n'est pas un comportement habituel chez les propriétaires, cultivateurs, qui ne comprennent pas toujours pourquoi des Parisiens, entre guillemets, puisqu'on peut avoir l'étiquette de Parisien, archéologues parisiens, viennent sur leur champ pour faire des trous dedans. Je le reçois, on discute du beau temps, de la pluie, peu importe, une relation humaine qui s'est créée, comme elle s'est créée avec un certain nombre d'acteurs ici, dans cette région, ou avec évidemment les fouilleurs. On aime bien discuter, si tu veux. Moi je travaille le superficiel et puis lui il travaille la terre ultra profonde. Voilà, c'est de l'agriculture dans les deux sens, ouais, voilà. C'est pareil. Vous avez vu les gars qui sont passés hier là, en ULM là? Oui, oui, je les ai vus tous les trois. Il y a un gars qui faisait une photo de la vallée. Du site? Oui, du site et de la vallée, donc il me les a apportés tout à l'heure. D'accord. Ils étaient à 3? Oui, alors il y en a un spécifique qui prenait les photos. Je vous en tirerai sur papier, je vous donnerai des exemples. Parce qu'il y a une base du LM à Maisoncelles. C'est pas ça que vous faisiez de l'ULM? Non, moi j'ai appris à piloter sur un véritable avion. Ah, sur un véritable avion. Ouais. À Maisoncelles, il y a une base du LM, on lui dit la cailletterie. D'accord. Alors, c'est sur la route de Mondreville. C'est fléché, ça s'appelle la cailletterie. Ouais.